comme je vous disais en début d'émission, on a un ancien ingénieur d'Alameda qui a exprimé un peu son point de vue sur ce qui s'est passé avec le fiasco FTX et pour parler particulièrement de Sam Bankman-Fried, je vais faire très court. Ce tweet résume très bien les choses puisque c'est justement de cet enchaînement de tweets dont on parle. Mais en gros, il expliquait que lui, il a été ingé chez Google et tout et qu'il a quitté Google pour changer le monde. Et c'est vrai que à la base, hein, au-delà de la spéculation, etc., pourquoi moi je kiffe les crypto-monnaies, c'est pour ce que ça apporte à la société, particulièrement Bitcoin en tant que monnaie et puis des systèmes décentralisés une fois qu'on aura réglé tous les problèmes techniques parce que il y a des monopoles à faire tomber, il y a des façons de générer de l'argent différentes. Tout le monde n'aime pas le modèle capitaliste tel qu'il est actuellement où en fait bah, c'est le haut de la pyramide qui se gave et puis plus t'es en bas de la pyramide et plus tu galères à mettre des sous de côté et à t'en sortir. Moi c'est en ça que je crois avec les cryptos. Et donc c'est le cas de beaucoup de développeurs aussi, hein, il faut le savoir, quand t'es développeur tu gagnes très bien ta vie, mais on connaît avec Léo et je pense que c'est votre cas aussi, beaucoup de gens qui sont très bons techniquement, qui gagnent très bien leur vie, mais juste qu'ils s'en foutent, ils sont concentrés sur leur code. Et lui, dans son cas, donc il expliquait qu'il est vraiment tombé amoureux de base de la vision de Sam, de ce qu'il voulait faire. Et à un moment donné, ça dépassait très largement la crypto-monnaie. Voilà, il était question de faire des dons à ceux qui en avaient besoin, mais aussi d'aller sur d'autres industries, d'autres investissements. Donc il était question de vaccination, pas spécialement vis-à-vis du Covid, hein, mais de vaccination de manière générale, d'implication dans la politique. J'ai trouvé ça très intéressant dans ce tweet-là aussi. Moi, c'est celui-là qui m'a le plus marqué. Technologie future comme la sélection itérative d'embryons et ne pas laisser la Chine prendre la tête. Alors ça, c'est un sujet pour ceux qui s'intéressent un peu au transhumanisme, avec Laurent Alexandre notamment, qui en parlait aussi. Tu avais d'autres personnalités françaises. Il faut savoir que nous, en Occident, on est totalement contre le fait de sélectionner du bébé à la carte. À l'inverse, côté Chine, surtout chez les Russes chinois, c'est vraiment un sujet qui les touche beaucoup. Imagine, on est capable de sélectionner tes spermatozoïdes ou les modifier et t'es sûr d'avoir un gamin 150 de QI. Genre, tu t'envoies des Oppenheimer, des Einstein à l'appel comme ça parce que tu sélectionnes Ah, les c'est une embryons. dinguerie, hein. Bah ouais, bah c'est exactement ce qui nous attend de notre vivant. On le verra de nos yeux sur ce siècle. Et donc, tu vois, il était question ici très probablement de faire un lobbying, peut-être de graisser la patte à des politiques pour changer un petit peu l'opinion publique par rapport à ça en Occident, parce que les Chinois vont le faire. Donc à un moment donné, c'est soit on les laisse faire et potentiellement ils sont 10 fois plus intelligents et ils nous écrabouillent, soit on revoit un petit peu notre éthique et on dit bon bah les gars, ok, on peut comprendre que ça prend la tête, mais à un moment donné, au jeu du capitalisme et à la guerre, il va peut-être falloir se mettre au niveau. Donc bref. Ça, c'est un sujet. Il a été question d'autres sujets, d'altruisme, etc. Et donc, bah, il expliquait qu'il y avait un gros décalage entre les promesses de départ et la réalité. Voilà, bah, c'est toujours pareil. Tu sais, il y avait des gens qui prenaient parti pour SBF quand il y a eu le crash en mode oui, ok, il s'est passé ça, ok, il a déconné, mais à sa place, vous auriez fait quoi, etc. Et il y a un peu de vrai, tu vois. Même si tu peux te dire c'est abusé ce qu'il a fait, c'est une crapule et tout, bah potentiellement il y a un monde où il se faisait pas prendre la main dans le sac et puis ils faisaient des financements et dans le lot il y avait des trucs intéressants. C'est toujours pareil. Moi, ce que j'ai pas kiffé avec ce thread Twitter, mais ce que j'ai pas kiffé, c'est que à la fin, ça faisait un peu genre demande d'attention à la fin en mode n'hésitez pas à like, RT et follow. Enfin, ça faisait un peu cette dynamique-là. Je sais pas si t'as vu à la fin. Ici qu'attention à mort, ouais. Ouais, ça c'est bon. Après, Vas-y, je coupe ça. Je coupe ça. donc ouais, ça c'est juste quelque chose sur lequel N'hésitez pas à le j'émets des lire. réserves, mais sinon globalement ça semble cohérent par rapport à tout ce dont on a entendu parler jusqu'à maintenant sur cette affaire. Donc Oui. je pense pas qu'il ment, je pense que juste la manière dont il a partagé est peut-être un peu maladroite sur certains points. Ensuite, on a Binance qui continue d'avoir des difficultés, quelles que soient les juridictions, sur ses partenaires. On a vu avec des partenaires bancaires pour de la carte bancaire. Là, il est question ici de retrait et de dépôt sur le réseau SEPA, qui est le réseau virement européen, à pas confondre avec le réseau mondial le SWIFT. Donc eux, ils disent dans leur tweet, nous on vous dit qu'on va remettre tout ça en place le 25 septembre. Donc à mon avis, ce qui se passe, c'est qu'ils s'engagent un peu beaucoup. Non, ils disent que ça marchera jusqu'au. Attends, mais c'est pourquoi il y a quiproquo. Bref, en tout cas, par rapport à ça, si je devais donner mon avis, c'est que Binance, ils vont se mettre en règle progressivement. Ils ont toujours eu des périodes dans leur vie où ils se faisaient un petit peu casser la tête. C'est ce qui se passe quand tu es quelque chose
quelqu'un de très très gros, mais pas suffisamment gros dans le paiement et que tu es dans une période de mise en règle. Qu'est-ce que je veux dire par là? Un acteur comme Coinbase qui a son linge plus blanc que blanc n'aura très probablement jamais ce genre de problème parce que justement, ils ont fait le choix d'aller dans le sens de la réglementation et d'en faire carrément plus que la moyenne, tu vois. Binance, ils viennent d'un monde où ils étaient un peu en mode doigt d'honneur la réglementation, puis on les a forcés un peu à se mettre en règle et maintenant qu'ils se mettent en règle, tout le monde essaie de leur tomber dessus, dont des partenaires bancaires, dont PaySafe, etc., etc. Moi, le conseil que je peux vous donner, j'adore le produit Binance, mais je vous invite à ne pas dépendre que de Binance et d'avoir des solutions de backup si jamais, je sais pas, vous faites des achats-ventes et que vous avez besoin de faire des ventes à un moment donné parce que vous avez un besoin de liquidité, parce que sinon vous allez vous retrouver en situation bloquante et ce serait dommage. Et si je devais vous en conseiller deux, ce serait Coinbase et Kraken qui ont tendance à être plus propres et avec moins Surtout d'embrouilles que Kraken, la en moyenne. vrai. Surtout Kraken personnellement, parce que d'un point de vue frais, ils sont très compétitifs. Moi, j'ai eu une très bonne expérience avec eux d'un point de vue service client, retrait, etc. Moi, quand je fais des retraits, ça prend 1 heure. C'est-à-dire que je dis, ok, je retire en moins d'1 heure. En général, même 30 minutes, ça arrive sur mon compte bancaire. Donc, ils sont vraiment efficaces. Et d'un point de vue frais, en vrai, c'est un peu cher par rapport à ce que vous voyez le reste du temps, mais pour avoir du vrai euro, du vrai dollar que vous pouvez retirer, voilà, moi personnellement j'utilise Kraken et ça se passe très bien. Je pense pas qu'ils sont PSAN d'ailleurs, c'est assez surprenant, non? Non, c'est vrai, ils sont pas du tout PSAN, je sais pas pourquoi. Et pour autant, bah, l'AMF leur casse pas la tête, c'est vrai ça. Est-ce qu'ils font pas de marketing de manière agressive en fait? Ils font pas de marketing en France tout court même. Voilà, tu vois, la seule news qu'on avait, c'est qu'ils souhaitaient racheter un PSAN pour pouvoir venir dans le game. Bah, je pense que c'est ce qu'ils vont faire, hein. Et ils vont faire une filiale et ils vont la merger, ça fait sens, hein. Donc je pense que c'est une question de temps. En tout cas, sachez que Kraken, c'est un OG. C'est carré dans l'axe, il n'y a pas de souci. Juste à l'époque, des fois, il y avait la plateforme qui tombait quand il y avait trop de volume, etc. Et un peu de spread, mais mis à part ça, c'est carré, ils sont parfaitement à la page. Et l'inscription, en plus de ça, elle est super rapide avec une KYC super rapide. Donc voilà, c'était le petit coup de pub pour Kraken, ça fait plaisir, on n'est pas payé pour le faire, mais ils font bien les choses. Ensuite, on a Coinbase qui acquiert une participation dans Circle, l'émetteur du stablecoin, parce que justement, jusqu'à présent, Circle, ils avaient le Centre Consortium, qui a en fait un consortium de plusieurs entreprises. Et quand tu vas sur le site de Circle, tu peux voir justement, il y a Bitmain, il y a Coinbase, etc. Mais quand même, de base, Coinbase est beaucoup cul et chemise avec Circle. Là, l'idée, c'est de faire sauter ce consortium pour justement donner plus de pouvoir à Circle déjà d'une part, plus de fonctions opérationnelles, plus de responsabilités comme la gestion des clés pour les contrats intelligents, les clés privées bien entendu, et le respect des réglementations. Et d'un autre côté, on a Coinbase qui va rentrer un peu plus dans le game avec Circle. On sait aussi que l'USDC va être déployé sur plus de blockchains. On n'a pas de liste officieuse, mais en liste officieuse, on a du Polkadot, le layer 2 Optimism, NIR, le layer 2 Arbitrum et Cosmos. Cosmos, c'est du sûr. Cosmos, c'est du sûr. Ça va être avec Noble. Ça, je le sais. Polkadot, c'est logique. Si t'es sur Cosmos, t'es sur Polkadot. Et je pense Optimism et Arbitrum, c'est des layer 2 avec de la TVL, donc c'est nécessaire. Pour ce qui est de NIR Protocol, si c'est sur Solana, je pense que ça viendra sur NIR. NIR, c'est un peu particulier comme situation parce que... Il se passe rien dessus, non? Bah ouais, et pourtant, c'est une Personne belle m'en vision, parle. hein. C'est une belle vision, hein. Après, en France, on en a peu parlé. Ils avaient fait une énorme levée avec une bête de vision. Eux, ils ont fait une superbe intégration du sharding, donc ça perf. Mais tout le monde s'en tape, en tout cas en francophonie. Voilà. Est-ce que ça restera comme ça? Je ne sais pas, mais c'est un peu raté pour le moment. Après, ils sont 41e, c'est pas non plus catastrophique, hein. Alors ça, cette info, je kiffe. Regardez. Quand vous tapez Bitcoin Richlist sur Internet, en fait, vous pouvez voir les adresses Bitcoin qui détiennent le plus de Bitcoin. Donc on peut voir d'ailleurs que Binance a l'adresse qui en a le plus, le cold wallet. Ça veut dire qu'ils ont aussi d'autres wallets où il y en a, tu vois, ils ont un deuxième cold wallet où ils en ont. Plus, ils pourraient même encore plus écraser les autres, mais ils n'ont pas forcément d'intérêt à le faire en cas de piratage, pour des raisons techniques et autres. Après, on a Bitfinex, et donc on a cette fameuse adresse qui arrive en troisième. On ne sait pas officiellement qui y a derrière. Quand vous allez sur Bitcoin Richlist et que vous cliquez sur une adresse, vous pouvez voir justement comment se fait l'accumulation dans le temps. Donc on peut voir que ça a commencé à accumuler. Mais c'est Gemini, non? En mai 2023, on a 3 concurrents au trône, prétendants au trône.
On a potentiellement Gemini, très gros exchange américain, pour ceux qui ne le savent pas, créé par les frères Winklevoss, qui sont les deux frères jumeaux qui avaient prototypé l'idée de Facebook et qui ont délégué le code à Mark Zuckerberg et se sont fait complètement baiser par Mark Zuckerberg. Donc c'est Mark Zuckerberg qui a codé Facebook. Bref, il doit attaquer en justice. Si vous regardez le film sur le sujet, vous comprendrez. Et ce sont des OG du Bitcoin. Les premiers Bitcoin milliardaires, je crois d'ailleurs. Donc potentiellement c'est eux. Moi j'en doute, personnellement j'en doute. Ensuite, en deuxième position, on a la fameuse théorie avec BlackRock, le gros fonds d'investissement. Mais en fait, BlackRock ils gèrent pas. BlackRock ils mettent des billes dans des filiales, etc. Donc moi je trouve que ça n'a pas de sens de parler de BlackRock, honnêtement. Et après on a Robinhood, un gros exchange américain aussi. Moi je pense que c'est Robinhood personnellement, mais on verra. Voilà, on le saura bien assez vite. En tout cas, personne n'a démenti ou validé d'informations. Donc pour le moment, c'est juste qu'il y a une grosse adresse qui est dans le top 3. Moi, ce que je trouve très intéressant, parce que si ça se trouve, c'est ni Gemini, ni Robinhood, ni BlackRock. Ce qui est très intéressant, c'est que tu vois, tu pourrais faire une accumulation en mode discret sur plein de wallets et tout. Eux, ils ont fait le choix de se dire, regardez, nous, en 3 mois chrono, 3 mois et demi, on arrive avec nos grosses bots et on prend 3 milliards de dollars de BTC. Ça, c'est un coup de marketing de zinzin. C'est-à-dire que le moment où on saura qui c'est, toute la presse va en parler et ça va faire un gros coup marketing pour tout le monde en a déjà parlé, c'est ça qui est fou. Exactement. Donc c'est une affaire à suivre. Bon bah du coup on a le nom dans le chat, c'est Noximus 6 l'adresse. Non mais c'est pour on se fait chier en fait. Voilà, donc pour le moment on n'a pas de nom, on a juste 3 prétendants avec de l'analyse on-chain, mais rien de sûr. Ensuite, dernier petit scandale par rapport au meme coin PP Coin qui a eu un gros succès il y a quelques mois, qui a fait beaucoup de volume, etc. Il y a eu une petite équipe derrière, et ben là, visiblement, l'équipe ne s'est pas mis d'accord. En tout cas, c'est comme ça que se défendent certaines personnes du marketing chez eux. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le multisig a été remanié. Il y a donc moins d'acteurs qui peuvent agir sur les jetons. Et tu as certains acteurs qui ont bougé 16 milliards de tokens, soit 16,8 millions de dollars sur des exchanges centralisés pour décaisser les PP. Et quand on regarde la charte, ça fait mal. Hein, mais forcément. ça pourrait être pire que ça, tu vois. Il y a toujours 380 millions de capitalisation. Hein. Ouais, bah c'est surtout que au final, ça a pas tant vendu que ça depuis la bad news. Oui, c'est ça, tu vois. Moi, personnellement, hein, les gars, je vous fais pas de conseils d'investissement, mais faites gaffe. Juste faites très gaffe, hein, parce que les meme coins, je sais qu'il y a des gens qui kiffent avoir des bitcoins dans leur portfolio. C'est pas mon cas. Ça aurait pu avec du Doge. Mais je sais qu'il y en a qui le font. Faites gaffe parce que là, quand même, ça sent pas très bon. Hein. Mais ouais, après, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on n'a aucune preuve qu'ils ont vendu. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils ont envoyé les fonds sur des exchanges centralisés. Donc, est-ce que c'est pas genre un moyen de faire paniquer tout le monde pour genre derrière, tu vois, je sais pas. C'est vrai ça. J'aurais tendance à, en tout cas, à prendre ça pour argent comptant et juste y réfléchir. Moi, dans tous les cas, j'ai pas de PP. Moi, j'ai juste du Doge et du SHIB, mais c'est tout. On vous laisse ensuite dans la description de cette vidéo, pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, d'autres liens. Notamment, on a fait un petit bilan de Surfing Bitcoin. Si vous n'avez pas pu assister, ou même si vous y avez assisté et que vous avez envie d'avoir un petit bilan de ce qui s'est passé, sachez qu'on vous a fait un superbe article très complet sur le sujet. Donc n'hésitez pas. Voilà, on a notamment ce monsieur dont je ne vais pas écorcher le prénom. Voilà, c'est Taj, pardon, que j'ai pu interviewer. C'est premier Taj que j'ai rencontré, voilà, qui bosse lui non pas directement sur le cœur de Lightning, mais qui bosse pour une entreprise qui s'appelle Lightning Spark, du B2B sur Lightning, mais il est aussi co-auteur du white paper de Lightning Network. C'est quand même puissant pour les passionnés de vous dire on peut aller à un événement et parler à des gens qui ont bossé sur des protocoles aussi big, tu vois. Parce qu'autant parler à Vitalik c'est chaud, autant là on parle quand même d'un des co-auteurs de Lightning Network, c'est-à-dire que depuis 2015 il planche sur le sujet, on est en 2023. C'est assez violent. Si tu as bien aimé cette vidéo condensée, sache qu'elle est extraite de notre chaîne YouTube Coin Academy. Du coup, si tu veux voir l'interview complète, je te laisse cliquer sur la miniature dans l'outro ou alors tu peux passer tout simplement par le lien dans la description.